Bonjour à tous, bienvenue dans cette série spéciale Tech Dev que j'enregistre avec Kevin Couvé, qui est notre CTO chez Cosa Vostra. L'enjeu est de parler de tous ces sujets un peu techniques qu'on aborde en fait souvent avec des clients, mais pas dans les épisodes du panier, et qu'on gère nous, et qu'on a géré toi et tes équipes pour Fauchon, Corsica Ferries, Saint-James, Louis Erard, Tagoyer, Twinnings, Léa Nature, Fairflex. Et tous ceux qu'on oublie, pardon. Et tous ceux qu'on oublie et qu'on adore. Et dans cette série spéciale, on parle de refonte, de replatforming, de migration, de middleware, de choix de CMS, de choix de partenaires. Et maintenant, on va parler de dette technique. La dette technique... qu'est-ce que c'est la dette technique ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, la dette technique, il faut savoir que quand on crée son site, on se dit, ça y est, c'est terminé. Mais c'est que le début, en fait. Et du coup, il y a toute une évolution de l'écosystème, donc tout avance. Et si on veut pas reculer, il faut avancer avec l'écosystème. Donc on va venir rajouter des choses. On va rajouter des briques, on va rajouter des interfaçages, on va rajouter des plugins. Et tout ça, ça va constituer à terme une certaine dette technique. Parce que on va rajouter des couches. On a beau le faire avec la meilleure volonté possible et de la meilleure façon possible, il y a forcément une accumulation de code, d'interlocuteurs, de personnes qui ont travaillé sur le code, qui vont générer une certaine dette technique qui, à terme, à la fin, ça va donner, il faut tout refaire. Ça, c'est sûr. C'est à la fin, on sera obligé à un moment de tout refaire. L'enjeu, c'est de reculer ce moment. On est obligé de tout refaire un jour ? Oui. Oui, sincèrement. On peut pas juste optimiser tous ces petits patchs qu'on a fait au cours des années. Il y a forcément des cas où on va te dire non, moi c'est bon, j'ai réussi juste. Mais non, à terme, il faudra tout refaire parce que ne serait-ce que ta solution peut-être n'existera plus. Tu vois, enfin, ceux qui avaient tout basé sur Joomla, par exemple. Hello Joomla. Hello, bonjour. Tout à fait. Et en plus, alors nous, ça nous arrive souvent de voir des clients qui arrivent et qui ont un système open source qui a 8 ans, 6 ans, qui était formidable au début, mais il y a eu 3 montées en version, plus 25 partenaires, freelance, internes, devs qui sont passés dessus, qui ont développé des petites choses. Et à la fin, on a un espèce de je sais plus comment il s'appelle dans la mythologie grecque, mais de ce monstre à hydre. Non, c'est pas ça. Peut-être. Je sais plus, mais bref, monstre à 20 têtes et 7 queues et 300 pattes. Et on nous dit, bah voilà, faut refondre. Bah oui, mais d'abord, il y a un état des lieux à faire et un mapping de tout ce qui a été développé et toutes ces petites fonctionnalités qui ont été faites, parce qu'il va falloir les amener vers un nouvel outil, ou des plugins de ce nouvel outil, ou des apps de ce nouvel outil, ou faire une croix dessus. Et c'est vrai que c'est toujours un peu complexe. Mais mon point était le suivant. On a un outil qui est formidable et qui marche super bien au début et qui fait du 100 sur 100 ou du 98 sur 100 en perf en Google Insight, mais on rajoute pas mal de choses et à la fin le site met 20 secondes à charger et c'est un enfer. Donc d'où l'importance aussi parfois de savoir remettre à plat et te repartir. Et alors le sujet que je vais aborder là, c'est que souvent on se dit j'avais un outil open source, je vais passer dans un outil SaaS, je sais pas, Commerce Cloud, Shopify ou autre, et fini la dette technique. C'est pas aussi simple. C'est le réflexe de se dire voilà, on va passer sur du SaaS, donc je n'héberge plus, donc il n'y a plus de dette technique. C'est pas aussi simple que ça, parce que en fait, déjà, la dette technique est quelque part un peu mutualisée, parce que quand on paye un SaaS, on paye une mensualité, on paye des ingénieurs, je crois que chez Shopify, ils sont à peu près 4000, donc finalement, on l'a juste mutualisé, cette dette technique. C'est bien, parce qu'à 4000, il n'y a pas de bug, du coup. On en parlera dans un autre épisode. On peut en parler. Il n'y a pas trop de bugs, je pense que c'est plutôt des façons d'utiliser, appelons ça des aléas. Et du coup, pour revenir à cette dette technique, du coup, effectivement, c'est important d'être vigilant dans une migration vers du SaaS et de se dire, il va quand même y avoir une TMA, il va quand même y avoir un suivi, il va quand même falloir faire évoluer notre site parce que on va créer un thème sur mesure. Donc là, on vient faire du développement. Ce thème va devoir suivre la durée de vie du SaaS et ses nouvelles features. Si Shopify, par exemple, ou Salesforce Commerce Cloud, ou n'importe quelle autre solution SaaS où on a développé un thème sur mesure, met à jour son API, met à jour une feature, rajoute par exemple la possibilité de faire des visuels en 3D, par exemple, nativement. Eh ben, il faut imaginer que notre galerie photo qu'on a développée dans notre thème, il va falloir la mettre à jour. Et quelque part, cette galerie photo est une dette technique. On parle aussi de TCO, Total Cost of Ownership, c'est je sais pas comment ça se traduit en français, mais en gros,
C'est tout ce que coûte l'entretien, la maintenance, la mise à jour d'un site. Et très souvent, on oublie des choses qui sont impactées par justement cette dette technique et tout ce qu'il y a à maintenir sur ce site. C'est ça, c'est important de se projeter en fait et de se dire, quelle que soit la solution, qu'on soit en SaaS ou en self-hosted sur des solutions qui vont être voilà, du WordPress ou du PrestaShop par exemple, c'est important de se dire qu'on va avoir besoin quand même d'un accompagnement pour nous accompagner dans la vie de ce projet, un accompagnement tech et du coup un suivi du développement pour qu'il évolue de manière à avoir que quand on rajoute quelque chose à gauche, ça ne casse pas quelque chose à droite. C'est ça finalement la manifestation de la dette technique la plus courante, c'est la régression. Ça veut dire que quand tu vas rajouter une feature, ça va venir en casser une autre. Et donc ça, c'est très frustrant pour un e-commerçant, ça peut empêcher de la vente, ça peut changer le prix d'un panier, ça peut... On a vu récemment le cas sur un passage du panier au checkout, au moment du paiement, ton prix changeait. Donc c'est quand même assez... Ça dépend dans quel sens, mais ça peut être assez perturbant. Sur un sujet qu'on récupérait, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Mais donc le SaaS n'empêche pas la dette technique. C'est pas la solution magique, ça va venir quand même déporter une grande partie de la dette technique. C'est pour ça que c'est un peu plus cher, c'est un arbitrage. C'est confortable pour ça. Il faut quand même se dire aussi, en termes techniques, plus que la dette technique, pour moi le SaaS c'est une vraie solution aux problématiques de scalabilité. Parce qu'au niveau de la scalabilité, donc de la montée en charge, des outils comme Shopify vont avoir une vraie réponse et donc vont avoir un vrai load balancing, une vraie répartition de la charge, une vraie répartition, donc un CDN. Donc le CDN, c'est la répartition, donc la copie des différents médias du site dans le monde pour que quand tu charges une page web, si tu es en Australie, tu charges la photo qui est stockée à Singapour et non pas la photo qui est stockée à Berlin ou à New York. Donc ça, c'est un vrai enjeu de perf et nativement des outils SaaS, les outils SaaS d'aujourd'hui le gèrent. Ok, donc la dette technique, vous avez compris ce que c'était. Le total cost of ownership, c'est le coût total d'entretien, de maintenance, d'évolution de votre système et qui se limite souvent pas que au freelance ou à l'agence que vous utilisez et au hosting du site, mais à tout ce qu'il faut entretenir et ce que ça impacte derrière. Et ce qu'il faut anticiper aussi. Parce que effectivement, tu vas lancer un site, tu te dis le thème est fait, c'est ok, mais il faut anticiper que le thème, tous les 6 mois, il va falloir y passer une journée ou deux. Et donc ça, il faut vraiment l'anticiper. Et voilà, et le SaaS, c'est pas une solution miracle. Ça apporte beaucoup d'avantages évidemment parce que ça déporte la responsabilité du maintien de cette dette chez l'éditeur en question. Exactement, mais il faut aussi bien prendre en compte une donnée, c'est que dans un SaaS, tu ne vas pas maîtriser la fréquence de mise à jour et l'impact. Il faut toujours mettre son site à jour partout, c'est vraiment important. Cependant, tu ne vas pas maîtriser le timing. Ça veut dire que si tu n'es pas prêt et que tu dois attendre pour mettre à jour ton application parce qu'elle utilise l'API et que la version de l'API ne gère plus ton interaction, si tu es dans un système SaaS, ça va passer, il faut être prêt. Et comment Pardon, vas-y. Comment tu te prépares ? Non. Ah, pardon, vas-y. Mais je t'ai coupé au milieu de ta phrase. Et du coup, il faut vraiment faire gaffe à ça et maîtriser cette... et vraiment être vigilant du coup à ces montées de versions qui sont subies en SaaS, qui sont quelque part aussi un peu subies si on est sur du WordPress PrestaShop, parce qu'il faut le faire, mais tu vas mieux maîtriser le timing quand même, tu peux te donner un jour ou deux de plus, quoi. Et maintenant j'ai oublié ma question. Non, comment tu te préviens, comment tu prépares ces régressions ? Alors, l'avantage, c'est que tu peux tester. Donc, sur les montées de version, sur de l'API, par exemple, tu peux toujours utiliser la latest, donc qui est la dernière version, et celle qui est, j'ai pas le terme, mais celle qui est en cours de développement, et tu peux utiliser souvent 2 versions en arrière. Donc, ça te permet quand même, si tu es bien accompagné, donc l'importance d'être bien accompagné, ça te permet quand même d'avoir une vision et une anticipation. Avec un fail-safe, enfin en tout cas... Oui, tu peux avoir toute ta pré-prod par exemple si tu as une pré-prod, ou ton thème de pré-prod si tu es en front par exemple SaaS Shopify, tu vas avoir une pré-prod qui va utiliser la nouvelle version de l'API et la prod qui va utiliser la version stable. Oui, mais tu peux même programmer le fait que si un jour ça ne répond pas comme ça doit répondre, tu passes à l'ancienne version. Tu peux imaginer ça, mais il faut quand même l'éviter parce que à terme l'ancienne version n'est plus maintenue. C'est tout l'enjeu de la montée en charge. Okay. Un jour, ça ne marchera plus. Quand tu te dis... Je parlais de version d'API.
Ouais, mais pareil. Ok, compris. Un jour, la version de l'API sera fermée, comme la version de WooCommerce, de WordPress sera fermée. Donc, tu peux avoir ce réflexe un petit peu en tant qu'e-commerçant, ou même tout métier confondu, de dire bon, c'est pas grave, on fait un peu l'autruche, ça fonctionne, personne n'y voit rien, tout roule. Tout roule jusqu'à temps que ça roule plus. Ça veut dire que si c'est plus maintenu, il peut y avoir des failles de sécurité, par exemple, sur un WordPress. On a eu des sujets de récupérer des sites où il y avait des backlinks invisibles vers des sites qui vendaient du Viagra, par exemple. Donc c'est quand même assez néfaste. C'est pas bon pour l'image. C'est mauvais, assez mauvais en général. Sauf si tu vends toi-même. Sauf si toi- Mais ça te met en concurrence, c'est pas dingue. Ok, les SaaS, ça me fait chier. J'ai pas envie de mettre T'es mes. pas le seul. Ouais, les SaaS, ça me fait chier. Donc je veux rester sur un système open source et j'ai l'intention de le garder 10 ans. Comment je préviens la dette technique et le. Déjà, 10 ans. À J'exagère. l'échelle du numérique, c'est quand même un siècle. Ouais. Mais ok, on peut se projeter. L'idée, c'est de se projeter déjà avec une agence. Il faut essayer de choisir la bonne agence, le bon partenaire, la personne avec qui tu peux aller manger. Je pense que c'est pas mal ça de choisir. C'est des humains d'abord, les développeurs, les CTO. On est tous des humains. C'est bien de s'entendre et de se dire est-ce qu'on se projette 10 ans à bosser ensemble. Et à partir de là, il faut anticiper ensemble comment on va développer cet outil pour qu'il évolue. Est-ce que du coup, on fait des interfaçages avec des plugins ou est-ce qu'on fait un vrai dev sur mesure? Est-ce qu'on redéveloppe une API? Voilà, il faut vraiment mesurer tous les enjeux quand on construit un site. On ne fait pas les choses de la même façon, tout du moins en code, si elles sont censées durer 2 ans ou si elles sont censées durer beaucoup plus. Ok, ça compte aussi dans le choix de tes partenaires. C'est un des sujets qu'on aborde dans cette série spéciale. Parce que tu vas forcément, malheureusement d'ailleurs, ou heureusement quand on en gagne, mais changer de partenaire au cours du temps. Donc s'assurer que on réinvente pas la poudre et puis on ne change pas de paradigme en termes de dev en passant d'un partenaire à l'autre. C'est important aussi pour limiter au maximum cette dette technique et le poids, l'optimisation de ton site avec le temps. C'est ça, c'est très important de vraiment prévoir ça, de prévoir aussi quand on travaille avec des partenaires, de prévoir aussi le moment où on va sortir. C'est aussi important. La dette technique, c'est aussi une dette humaine finalement. Parce que la dette technique a été réalisée par des humains, quelque part. Et on a bossé avec une agence qui a réalisé du code qui a généré cette dette. Et quand on va basculer vers une autre agence, c'est aussi le moment de tout remettre à plat parce que une autre agence ne va quasiment jamais reprendre un code existant ou tout du moins pourra toujours se cacher derrière les défauts des autres. Et c'est important d'être en full transparence et de se dire voilà, je choisis une nouvelle agence, je leur donne les clés du camion, mais s'ils veulent refaire le camion, c'est peut-être le moment. Je pense qu'il est important aussi, et c'est un paradigme assez français ça, le français aime bien, enfin le français pardon, allez je fais des généralités, créer son outil sur mesure plutôt que de s'adapter à un outil existant, qu'un paradigme plutôt anglo-saxon, en tout cas c'était ma perception quand j'y vivais. Le fait de changer, de faire ce replatforming ou cette refonte et d'avoir tous ces petits patchs et ces développements sur mesure qui ont été faits au cours du temps, c'est aussi le moment de se dire et si je passais pas sur un plugin, une app, un outil existant sur étagère. Évidemment, je dois changer un peu ma manière de faire, ma méthode, mais au final, ça répond aux mêmes besoins. Exact. Et surtout, je m'affranchis de l'entretien, de la maintenance et de ce fameux TCO, Total Cost of Ownership, de ces petits plugins que j'ai développés sur mesure pour moi-même. Exactement. On avait tendance, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, à privilégier vraiment le full custom quand on était une grosse boîte. On faisait un site vraiment total sur mesure parce qu'on va être libre de ses actions, libre de ses mouvements. Parce qu'on allait être enfermé par des plugins et des CMS en face. Il n'y avait pas tellement d'intermédiaires. Et c'est pour ça que ça pouvait être aussi une bonne solution, le full custom. Aujourd'hui, la dette technique sur du full custom, c'est vraiment no-brainer. Personne n'y va parce que la dette technique est énorme sur du full custom. Tu as une grosse dépendance à ton agence et c'est dur à porter. Tu peux avoir la potentialité d'internaliser tes équipes et ça peut être une solution dans ce cadre-là pour moi. Mais sinon, c'est quand même touchy. Sur le CMS, on peut être enfermé et c'est là où on a un peu un intermédiaire qui est porté du coup par des outils no-code, low-code où tu vas pouvoir faire des interfaçages, faire des actions, des triggers, donc des déclencheurs. Donc on a Shopify Flow par exemple qui fait ça très bien, où on va pouvoir déclencher certaines actions. On a aussi les hooks dans WooCommerce et les API qu'on peut surcoucher, donc on peut retravailler donc pour venir mettre juste une surcouche, donc rester dans le cœur d'un outil où la dette technique est portée par l'outil, quelque part, quand on met à jour son WordPress ou quand on se laisse porter par les mises à jour Shopify, mais
on viendrait juste avoir cette petite surcouche qui viendrait du coup répondre à tes besoins et t'éviter de partir sur une solution full custom qui pour moi aujourd'hui n'est pas forcément la solution dans l'air du temps. En tout cas, dans l'écosystème actuel. C'est un peu hors sujet, mais je me permets parce qu'on en a parlé en préparant cet épisode là spécifiquement sur la dette technique et le total cost of ownership. Tu me donnais un exemple d'un grand marchand de chaussures qui était sur du custom, si je dis pas de bêtises. Ils font des vêtements depuis, moi je les avais rencontrés il y a quelques années. Ouais. Et tu me parlais de son archi-serveur. Ouais, l'archi-serveur. Quand on parlait de scale. Au niveau du scale, aujourd'hui, on a des solutions qui répondent à ça, mais à l'époque, elle était très smart, je trouvais. C'était vraiment, ils avaient, au moment des soldes, plusieurs serveurs front, donc il y avait des réplications de la base catalogue, les produits, donc plusieurs serveurs. Quand on arrivait sur le site, on ne savait pas si on était sur le serveur 1, 2, 3 ou 4, on a besoin de le serveur d'ailleurs, mais on était sur différents serveurs, ce qui permettait de répartir la charge et de ne pas cracher au moment où on envoyait la newsletter Crazy Monday, 70% sur toutes les chaussures. Et du coup, c'était une fois qu'on arrivait au checkout, où là, on arrivait donc sur le serveur qui portait une donnée qui pouvait être écrite, où on pouvait écrire de la donnée, et là, on commandait directement sur un seul serveur, ce qui permettait d'avoir au niveau de la donnée, par exemple, moins de contraintes dans la synchro. Par exemple, si toi, tu passes une commande, je la passe tout de suite après. Qui est la commande 99 ? Si on est celle d'avant, c'était la 98. Si on a deux bases de données, ça peut être des contraintes. En tout cas, à l'époque, c'était une bonne réponse pour moi. Et puis surtout, si tu as un taux de transfo à, je sais pas, 1, 2, 3, 10%, et ben, ça te permet d'allouer 10% de ton effort en serveur sur ce serveur qui compte vraiment. Et les autres sont un peu des dumb serveurs où il y a juste de la lecture presque. Exactement, et ça te permet d'avoir un scale très ouais. souple et très facile en fait finalement. Parce que du coup, tu rajoutes des serveurs très facilement. Et c'était une solution assez marrante à l'époque. Et tu as dit un autre truc au début de cet entretien, tu as parlé des cas d'usage chez Shopify. Tu dis il n'y a pas de bug, il y a juste des cas d'usage dans lesquels on ne tombe pas. Oui, alors par exemple pour Shopify Flow, on a des... Shopify Flow, c'est un outil de low-code, de no-code plutôt d'ailleurs, où on va venir... Et on fait dans cette série spéciale Tech un épisode spécifique sur les outils qu'on préfère. Ça peut on en en faire parlera. partie, parce que c'est vraiment sympa. Ouais. Mais il manque des choses. Et du coup, c'est plutôt ça. Chez Shopify, voilà, on va avoir une action sur laquelle on va ne pas pouvoir intervenir. Par exemple, si tu veux, dans Shopify Flow, quand tu rajoutes un numéro de tracking d'un expéditeur, envoyer un email automatiquement à ton service colis, admettons. Et ben, tu ne peux pas récupérer ce numéro pour l'envoyer par email directement parce que cette donnée n'est pas passée à la partie email. Et donc ça c'est quand même des trous, quoi. Il y a encore des trous dans la raquette. Ce qui est bien, mais c'est pas un bug, c'est juste un cas d'usage qui n'a pas été. Voilà, c'est un cas d'usage qui n'a pas été géré. Il y a parfois des bugs aussi dans les solutions SaaS. Il faut pas. Enfin voilà, il y a des fois notre Microsoft Word plante. De la même manière, il y a aussi des bugs dans les solutions SaaS. C'est pas complètement 100% proof. C'est quand même bien testé. C'est beaucoup utilisé. Donc on peut se dire, par exemple aujourd'hui quand on crée, c'est d'ailleurs un sujet aussi dans les tests et debugs, quand on va venir créer un checkout sur un WordPress ou sur un PrestaShop, on va devoir le tester, on va devoir tester les paiements et le retour des paiements. Sur Shopify, c'est beaucoup moins un sujet parce que le checkout est porté et du coup, on n'a pas cette partie-là. Donc sur les solutions type SaaS, on va tester peut-être moins de choses quand même. Merci Kevin Couvet, C-O-U-V-E-T. Si vous voulez poursuivre la conversation avec lui sur LinkedIn, n'hésitez pas à le contacter ou nous contacter. À plus. Merci.